Bien, mesdames et messieurs, il est grand temps, je crois, de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. Et je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Jacques Fleurance et je suis entré à la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra à l'âge de 24 ans. Pour tout vous dire, mon papa était franc-maçon, mais lorsque j'ai demandé à rentrer en franc-maçonnerie, je ne lui en avais pas parlé. Parce qu'il y a des familles en France, comme la mienne, c'est-à-dire les vieilles familles terriennes de l'Ouest, où la franc-maçonnerie, c'est pas forcément bien vu. Et d'ailleurs, quand après, j'ai su que mon père était franc-maçon et que nous étions dans la même obédience, mon père un jour m'a dit, surtout ne dis jamais à ta grand-mère que nous sommes francs-maçons, sinon elle allume un cierge et elle saute par la fenêtre. Donc, j'ai exécuté sa volonté. Nous sommes ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous parler d'une obédience qui tient à garder sa juste place dans le paysage maçonnique français, ni plus ni moins. Elle n'est pas mieux, ni moins bien qu'une autre obédience, elle a tout bonnement ses spécificités et ses caractéristiques essentielles, respectées par plus de 4000 membres, présents sur divers territoires. À propos de patrimoine vivant, j'aimerais tout d'abord vous lire un extrait du manifeste qui a été diffusé le 2 octobre 1958, date de la création de notre obédience, née d'une autre, plus ancienne. Je cite : « N'oublions pas le principe même de l'ordre maçonnique, de ce que nous nommerons le landmark des landmarks, c'est-à-dire la règle des règles. Le maçon libre dans la loge libre. La loge, seule unité initiatique et donc organique de la franc-maçonnerie, souveraine et indépendante, composée de frères eux-mêmes souverains et indépendants, devant le seul jugement de leur propre conscience. Loin de proférer des anathèmes, notre organisation se veut paisible et être un lieu de rencontre instructif entre frères venant de tous les points de l'horizon maçonnique. » Fin de citation. Antérieurement, le comte Joseph de Maistre, un Savoisien, écrivait à la fin du XVIIIe siècle, à propos de la franc-maçonnerie, je cite, « C'est librement que nous sommes entrés dans l'ordre, on n'y connaît d'autre lien que celui des volontés. Ce que chacun de nous a promis, il doit le tenir, et là se bornent nos obligations. » Fin de citation. Ce texte amène souvent une question que beaucoup de jeunes seraient en droit de se poser au XXIe siècle. La franc-maçonnerie est-elle dépassée, has-been, ringarde ? Eh bien, mesdames et messieurs, les francs-maçons ne cherchent pas à déterrer un hypothétique héritage perdu ou à faire revivre un passé insaisissable. Ce qu'ils font, c'est tout simplement de nager à contre-courant pour assurer l'avenir. Ils savent, comme vous certainement, que plus on est apte à regarder loin derrière son épaule, plus on est capable de distinguer l'horizon qui se trouve devant nous. Alors, si assurer l'avenir, c'est être dépassé, pour ma part, je revendique volontiers ce terme. En outre, les francs-maçons vivent dans leur temps, ici et maintenant, dans le plus pur esprit de la tradition et de la transmission. Nous nous intéressons autant à l'aspect initiatique de la franc-maçonnerie qu'à des sujets, non pas politiques-politiciens, mais des sujets d'aujourd'hui, comme le développement durable, l'Europe de demain ou la bioéthique, créant ainsi le lien entre tradition et modernité. De plus, et depuis plusieurs siècles, les francs-maçons se sont aperçus que l'homme ne peut pas s'élever seul, qu'il doit pour ce faire cultiver sa liberté de penser. Le mot liberté nous semble tellement banal aujourd'hui, mais souvenons-nous de tous nos anciens qui ont lutté ou donné leur vie pour elle. Je ne citerai ici que quelques francs-maçons dont les traces nous servent encore actuellement de balises sur notre chemin commun. Mirabeau, Victor Schœlcher, celui qui a fait abolir l'esclavage, Chaptal, Voltaire, Washington,
Rudyard Kipling, Newton, Saint-Exupéry, Littré, Bartholdi, Joffre, Lafayette, Surcouf. Alors, il y a eu aussi un corsaire, vous voyez. Gambetta, Benjamin Franklin, Churchill, et sans oublier, évidemment, Mozart. Déjà, ces hommes savaient que la franc-maçonnerie était un ordre reconnu, tout le contraire d'une secte. Pas de maître à penser, pas de président à vie. C'est un système bien huilé où les dirigeants sont sans cesse renouvelés, nous évitant ainsi d'être guidés par des gourous, voire des faux gourous. Cet éphémère que la franc-maçonnerie impose nous rappelle à chaque instant que le plus beau des titres est celui de frère. Les francs-maçons, ces hommes dits de bonne volonté, qui ont compris que le frère le plus heureux est celui qui fait le bonheur du plus grand nombre d'hommes. Le Dalai Lama a dit « Personne ne naît sous une mauvaise étoile, nous devons tout simplement apprendre à lire le ciel ». Mesdames et messieurs, l'erreur classique, c'est de voir la mort devant nous. En vérité, elle est déjà passée dans la partie de notre vie à laquelle nous tournons le dos. Nous devons être seulement conscients que nous sommes les métayers du champ de nos enfants. Cependant, nous devons rester optimistes. Et comme l'écrivait Sénèque, l'essentiel de la vie s'écoule à mal faire, une bonne partie à ne rien faire, et toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait faire. À leur mesure et autant que possible, les francs-maçons œuvrent à servir, à se rendre utiles dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Utiles aux autres et utiles à eux-mêmes. Pour ce faire, en loge, ils écoutent vraiment, ils réfléchissent vraiment et ils échangent. Car comme disait l'allemand Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Souvenons-nous du proverbe chinois. Si nous avons chacun un objet et que nous l'échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous l'échangeons, nous avons chacun deux idées. Ces échanges en maçonnerie, nous appelons ça le travail. Et pourtant, ce que fait le franc-maçon n'a rien d'exceptionnel. Ce travail ne repose que sur un peu de courage, beaucoup d'humilité et du temps. Nous ne sommes pas des hommes différents. Nous cherchons simplement à être un peu mieux qu'avant. C'est pas toujours simple, croyez-moi, mais on essaye. Et contrairement à ce qu'aiment afficher certains magazines, les marronniers chaque année, les francs-maçons ne recherchent pas les affaires. Ceux-là, nous tentons de les écarter de nos loges. Ils veulent juste travailler dans la quiétude et l'harmonie. Ils ne se cachent pas. Ils protègent leur intimité, comme tout un chacun le ferait, car il n'est pas simple de tomber le masque devant d'autres hommes. La Rochefoucauld disait « Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'à la fin, nous nous déguisons à nous-mêmes. » Les francs-maçons, mesdames et messieurs, ne sacrifient pas de jeunes vierges les soirs de pleine lune. Ils ne pratiquent pas de messe noire. Ils ne sont pas tatoués sous l'aisselle gauche. Droite peut-être, je ne sais pas. Non, ce sont des hommes ouverts aux autres, accessibles, et leur main est tendue. En revanche, comme toute association régie par la loi de 1901, ils sont vigilants au regard de qui veut devenir membre. Il est donc plus difficile d'entrer en franc-maçonnerie que d'en sortir. Voilà, mesdames et messieurs, je conclurai en abordant l'inévitable question qui revient habituellement de la part de nos auditeurs, et le secret maçonnique, le fameux secret maçonnique. Eh bien, notre secret, je vais vous le livrer, mais ça reste entre nous, s'il vous plaît. Oui, nous détenons un secret. Oui, les francs-maçons détiennent un trésor,
un trésor si fabuleux qu'il inspira peut-être La Fontaine dans Le laboureur et ses enfants. Souvenez-vous de la morale de cette fable. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Mesdames et messieurs, il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on rêve d'être. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Merci.